Quand on est hypersensible, on peut des fois agacer les autres parce qu'on a l'air de vouloir un peu se mêler de tout, vouloir contrôler, vouloir que l'autre aille bien. Et l'autre ne sait pas forcément que l'une de nos caractéristiques, c'est l'empathie. L'empathie, c'est cette capacité à se mettre à la place des autres et à comprendre la situation, sa situation. Quand on est hypersensible, on est souvent à la limite de la sur-empathie. C'est-à-dire que on ressent tellement fort, on a tellement envie que l'autre soit bien, que on va peut-être des fois en faire trop. Ce trop qui chemine notre vie, dont on entend parler à chaque fois. Magali, que j'invite aujourd'hui, va nous en parler tellement bien. Et vous allez avoir tellement d'éclairage et d'outils pour vous en sortir que j'espère que vous allez passer un bon moment. Bienvenue dans le podcast Hypersensible Haute Couture. Aujourd'hui, c'est l'interview du jour. Hypersensible Haute Couture, le podcast pour les hypersensibles, par une hypersensible. À ta mesure, sur toutes les coutures. À ta mesure, sur toutes les coutures. Magali, bonjour. Bonjour Catherine. Je suis ravie que tu sois à mes côtés ce matin pour parler un peu de l'hypersensibilité, mais pas que, comme je dis toujours, au travers de ton parcours de vie. Je sais c'est le deuxième interview déjà que je fais et j'ai déjà vu avec celui d'Amélie comment j'avais eu pas mal de commentaires et de gens finalement que ça a aidé de se retrouver, de pouvoir se comparer, et de voir un peu, de se retrouver et d'avoir quelques clés. Alors moi, il y a une première, j'ai regardé un petit peu le questionnaire que je t'ai fait remplir pour la préparation, et il y a une première question qui me vient. Comment tu te sens ? Je me sens heureuse et amusée. C'est une expérience que je trouve assez... comme un jeu. Et oui, voilà, je me sens bien et contente de faire ce témoignage. Je me sens en confiance et j'ai envie de jouer avec toi. Super. On va s'amuser alors. Parce que tu disais un peu, là, j'ai senti à la lecture qu'il y avait un peu comme une appréhension, enfin, peut-être une petite appréhension. En tout cas, tu as dit que c'était ton première interview. Mm. Et l'inconnu, c'est quelque chose qui, pour beaucoup de gens, est questionnant, parce que quand on ne sait pas où on va, voilà. Mm. C'est comment pour toi, quand tu vas faire une nouvelle expérience ? Ma curiosité l'emporte toujours dans un premier temps sur ma crainte. Par contre, si je suis que ma curiosité et que je me lance à fond comme ça, c'est après coup. Alors là, je vais avoir la trouille après coup, où je vais être fatiguée parce que j'ai fait trop de trucs nouveaux. Enfin, je vais mal gérer mon énergie, quoi. Mais j'ai tendance à foncer d'abord et à me rendre compte après qu'en fait, je suis épuisée. Là, c'est quand même une expérience où je me sens en sécurité parce que c'est ma première interview, mais je sais que c'est quand même un cadre qui est pas trop dur physiquement et sensoriellement. Il n'y a pas plein de gens, il n'y a pas plein de bruit, il n'y a pas de timing hyper rapide. Enfin voilà, donc je savais que c'était une expérience que je pouvais tenter en sécurité. D'accord. Et aussi j'ai confiance quand même en toi. Enfin, et puis c'est un sujet qui, pour moi, ne fait pas polémique. Enfin, je me sens à l'aise sur ce sujet. Je ne dis pas que sur une interview politique ou un truc comme ça, je ne serais pas hyper stressée en disant je vais dire le contraire de ce que je pense, on va détourner ma pensée, tout ça. Enfin, non, là, il y a des balises qui me rassurent. Et après, voilà, j'ai envie de jouer, quoi. J'ai envie de voir ce que ça donne. Donc, ce que j'entends déjà dans les critères de confiance, les tiens, mais dans lesquels je peux me retrouver déjà, c'est cette histoire d'espace, tu vois, d'avoir un peu de temps, pas être pressurisé par un cadre, voilà.
un environnement où tu te sens bien. Donc si on revient là-dessus, en détail, qu'est-ce qu'il y a ici qui favorise pour toi? Le fait qu'on ne soit pas nombreux. Il y a toi, moi et Amélie qui fait la technique. Donc on est 3, c'est gérable. Les groupes, j'ai du mal. Bon alors... Qu'est-ce qui se passe quand c'est un groupe? En fait, j'ai travaillé pendant très longtemps dans des groupes, puisque je suis instite. Pendant 30 ans, j'ai géré des groupes et j'ai fait un burn-out. Et je ne suis pas encore remise du burn-out. Et dans les groupes, comme je suis connectée à chacun et non pas à l'ensemble, à un groupe, moi je suis connectée à chaque membre du groupe. Donc c'est hyper fatigant, sollicitant. Et ça fait plein d'infos en même temps et après aussi j'ai découvert que je pense que je n'entends pas forcément bien, c'est-à-dire que j'entends bien mais je mélange, j'ai pas de filtre pour sélectionner la conversation principale, je vais entendre tous les bruits à peu près au même niveau, donc le radiateur, la conversation de la personne avec qui je parle, et si à côté il y a quelqu'un d'autre qui a une autre conversation plus un fond de radio, là je suis vite noyée quoi. Après le fait que je sois assise, ça c'est important parce que je tiens plus trop la position debout, mais pas trop longtemps. J'ai en plus de cette hypersensibilité, j'ai aussi une maladie génétique qui s'appelle le syndrome de Ehlers et dans l'os. C'est le nom des 2 chercheurs. C'est pas de l'air dans l'os, c'est d'Ehlers et dans l'os. Mais bref, ça fait que j'ai des troubles sensoriels et d'où aussi l'hypersensibilité, sûrement ça se recoupe tout ça. Et la position debout sans appui peut être fatigante à la longue. Et puis aussi, s'il y a plein de monde, ça va bouger, gérer le mouvement des autres, gérer ça. J'aime bien, mais je sais que je vais avoir du mal à me concentrer, quoi. Alors que là, aussi, c'est un moment dédié, on va faire une chose. On oublie tout le reste et on se concentre sur un sujet. Et ça me va. Parce que quand il faut penser à 46 choses en même temps, je l'ai fait beaucoup en tant qu'instite pendant 30 ans et j'y arrive plus. Enfin, plus bien. D'accord, c'est ce que j'allais te demander justement, comment tu as fait avec tout ce... Moi, le mot qui me vient, c'est brouhaha, parce que si tu entends le radiateur, la conversation ici, machin, comment tu as fait pour tenir aussi longtemps et arriver à faire quand même ta mission? Eh bien, j'ai imposé... j'ai créé des environnements compatibles pour les hypersensibles dans toutes mes classes. En fait, et c'est ma façon de faire. Ça fait longtemps que je me sens un peu différente et pas forcément adaptée au monde, mais j'ai eu la chance d'avoir très vite confiance en moi et j'ai plutôt pensé assez tôt que c'était le monde qui n'était pas adapté à moi et qu'il allait falloir qu'il change. Rien que ça. Comment t'en as pris conscience? Ça m'intéresse particulièrement parce que quand même, s'il y a une caractéristique qu'on retrouve majoritairement, c'est ce truc de ne pas se sentir adapté et de penser que c'est nous le problème. Donc là, ça m'intéresse. Si tu as une astuce là à nous partager. Eh ben, en fait, j'ai découvert que... alors, je ne mettais pas les mots parce qu'on en parlait moins quand j'étais jeune. Par exemple, le mot d'hypersensible n'existait quasiment pas. Enfin, en tout cas, en France, on n'en parlait pas beaucoup. Puis moi, j'étais jeune, je ne connaissais pas. Mais j'ai très tôt... senti qu'il y avait beaucoup de gens pas comme tout le monde et qu'en fait il y avait quand même presque plus de gens pas comme tout le monde ou pas adaptés que de gens adaptés et que c'était un petit peu une légende, cette norme qu'on veut nous imposer, en tout cas que les gens les plus intéressants étaient les plus inadaptés à mon goût, à l'école primaire ça a commencé comme ça. Je trouvais que des élèves, mais dès le primaire, qui réussissaient, qui étaient bien dans la norme et tout, ils étaient un peu inintéressants, un peu fades. Alors que tous ceux qui avaient du mal, qui souvent étaient plus vifs, plus curieux, plus intelligents, plus... ça ne veut rien dire plus intelligents, mais en tout cas, je les trouvais plus intéressants. Et je me suis dit, c'est juste qu'on ne les comprend pas, quoi, que le monde ne comprend pas, donc il faut un interprète. Et très tôt, j'ai fait... interprète entre les neurotypiques et les neuroatypiques
Et puis, j'étais convaincue qu'on avait notre place et notre mot à dire sur Terre. Et ça s'est renforcé quand j'ai eu des enfants, parce que j'ai eu 2 filles, évidemment hypersensibles, puisque j'ai choisi un papa type, on dirait autiste Asperger, enfin un truc comme ça. Je ne le savais pas, tout ça, il n'y avait pas de mots à l'époque, hein, mais bon, bien perché. Et évidemment, j'ai 2 filles formidables, mais hyper sensibles. Et moi, j'avais même l'intention presque de faire des enfants comme moi, comme nous, pour peupler la planète d'hypersensibles. Enfin, j'exagère, hein, mais en disant non, mais en fait, ce qu'on adapte pour les hypersensibles, ça fait du bien à tout le monde, y compris à ceux qui se croient pas hypersensibles. Et en travaillant avec les enfants assez jeunes, j'ai constaté que je ne sais pas si on est tous hypersensibles. Je pense qu'il y a quand même des caractéristiques physiologiques et des tempéraments vraiment de naissance plus sensibles que d'autres. Mais en tout cas, la société apprend très vite à cacher cette hypersensibilité. Et ou ce que moi j'appelle la sensibilité normale. Et c'est les autres qui sont hyposensibles pour moi. Qui sont pas... Enfin voilà, ils sont mal dégrossis, quoi. Ils sont pas finis. Il leur manque un truc. Il leur manque un truc. Au lieu de me dire que j'avais un truc en plus, j'ai considéré qu'il y avait beaucoup de gens à qui il manquait un truc et qui passaient à côté de leur vraie vie, quoi. Enfin, à côté du sel de la vie. Et alors bon, ça c'est mon côté optimiste. Alors des fois, quand j'ai vu la galère pour mes filles pour se faire une place dans le monde et la souffrance quand même qui va avec, je me dis ouais, bon, peut-être quand même c'est pas que un cadeau d'être hypersensible, mais l'idée c'est vraiment que il faut qu'on adapte le monde à nous et pas le contraire. Et en travaillant ça en classe, pour revenir comment j'ai supporté, et ben en fait je voulais absolument, ma mission c'était de rentrer dans l'éducation nationale en douce pour changer les choses, parce que je n'étais pas du tout d'accord avec la façon dont on faisait classe. Je trouvais qu'on cassait les talents des gens et qu'on faisait perdre confiance en eux, aux enfants et tout. Et donc, d'abord en classe, je me mettais tous les hypersensibles dans la poche tout de suite, y compris ceux qui avaient un tempérament, parce qu'un enfant hypersensible qu'on ne respecte pas, il peut devenir violent. Et on va le prendre pour un entêté, pour un bulldozer, alors qu'en fait, c'est juste un mal-être qu'il exprime. Et on ne va pas tout de suite penser qu'il est, lui, en souffrance. On va d'abord penser qu'il emmerde tout le monde, quoi. Enfin, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut prendre les choses. Bon, on a fait beaucoup de progrès là-dessus. Hein. Et du coup, moi, voilà, dans ma classe, il fallait le silence parce que de toute façon, c'était une question de survie, quoi. Mais je l'imposais pas par la terreur. Je pense que j'arrivais à leur faire sentir qu'on était tous mieux quand on faisait moins de bruit. Par contre, ça ne voulait pas forcément dire ne pas bouger, parce que je trouve ça complètement contre-naturel de demander à des enfants de ne pas bouger. Mais il y a une façon de bouger pour ne pas déranger l'autre. Donc voilà, donc pendant 30 ans, je me suis passionnée pour ça, comment vivre ensemble en respectant nos hypersensibilités. Et puis, au bout de 30 ans, j'étais quand même un peu fatiguée. Et puis, bon, ma maladie, sans doute aussi, s'est un petit peu aggravée. Et puis, les conditions de l'éducation nationale se sont durcies. En particulier, on a eu de plus en plus d'élèves dans les groupes. Mmh. Au début de ma carrière, j'avais à peu près 20 élèves par classe. Et à la fin, là, on arrivait autour de 30. Et ça change tout, quoi. 10 de plus... moi, j'arrive plus à être présente à chacun. Et là, ça devient du travail de chien de berger, que j'admire beaucoup, mais enfin, tu gères un troupeau, quoi. Et t'es plus dans la relation avec chacun. Enfin, voilà. Donc, j'arrivais plus à gérer. J'avais l'impression de maltraiter aussi les enfants et du coup, j'ai fait un burn-out et je me suis arrêtée. Voilà. Et je suis en train de me reconvertir. Et je constate que les groupes, il faut apprendre à vivre ensemble en groupe, parce que sinon, même les groupes d'adultes aujourd'hui, parfois les gens dans certains groupes ne s'écoutent pas,
c'est pas humain, quoi. C'est pas supportable pour un être humain. Et les gens dits normaux s'en rendent pas compte, ils pensent qu'ils supportent, mais en fait ils supportent pas très bien non plus, quoi. En fait, ils vont pas très bien. Mais c'est plus insidieux. En fait, ce que j'entends, c'est que ce serait comme une chance, finalement, d'avoir des capteurs plus sensibles qui permettraient de commencer à éviter ou trouver des façons de se faire un environnement moins toxique, entre guillemets. Et puis aussi, ce que je pense, on a beaucoup d'hypersensibles, les solutions pour supporter les difficultés du monde ou l'environnement inadapté, nous, c'est pas des solutions pour nous. Par exemple, se bourrer de café pour tenir, et en fait, la caféine, ça nous fait juste... le cœur fait de la tachycardie très vite et tout. Fumer clope sur clope, on va moins supporter que d'autres. Enfin, il y a plein de... En fait, il y a pas mal de gens dits normaux qui vont tenir à coups de médoc, de café, de clope, de s'abrutir en boîte de nuit. Enfin, voilà. Mais nous, ça marche pas sur nous, ces trucs-là. Donc, on peut pas se doper, en fait. Et du coup, on est obligé de vivre plus sainement plus tôt. Et donc on les enterrera tous. Je rigole, mais ce que je veux dire, c'est que plus je vieillis, plus... Quand j'étais jeune, j'avais l'impression d'être vieille, plus vieille que les jeunes. Ouais. Et c'était un peu dur. Mais maintenant que tous les gens de mon âge vieillissent pas très bien, puis que moi j'ai été obligée de faire plus attention à ma santé, tout compte fait, je vais finir, je serai une vieille en pleine forme. Et je trouve que vieillir, c'est vraiment un atout pour les hypersensibles. Parce que on prend de la bouteille, dans le meilleur des cas, si on arrive à préserver la confiance en nous, et plus ça va, plus on voit que les gens dits normaux, ils se cassent la goule un petit peu. À 20 ans, c'est dur pour tout le monde. Mais à 30, 35 ans, tes copains, tu peux avoir l'impression qu'ils ont tout réussi. Tu vois, la carrière, la famille, le chien, la belle bagnole. Enfin, je caricature. Mais à 35 ans, voilà, la norme, elle tient le coup. Puis quand ces gens continuent à poursuivre dans la norme, tu vois que dans toutes les familles, il y a des trucs super lourds, des maladies graves, des maladies mentales, des accidents de la vie, on est tous cabossés par la vie. Et là, la surface vernie de la norme, elle se craquelle avec l'âge. Et rendu à 50 ans, tout compte fait, t'es pas plus cabossé que les autres, quoi. Sauf que toi, t'as appris plutôt à te relever, à t'en prendre plein la figure et à te relever, quoi. Et quand t'as eu l'impression de tout réussir jusqu'à 40 ans et que t'as ton premier gros pépin à 40 ans, t'es très démuni. Alors que quand t'as commencé depuis la cour de maternelle, si t'es toujours vivant, t'es bien armé. Ce serait comme un meilleur équipement, alors, en fait. Ouais. Quelque part, c'est ça. Après, si t'as la chance, quand même, d'avoir des aides, je le vois avec les enfants, des fois jeunes, je me dis... sur quoi ils vont s'appuyer, comment ils vont être résilients. Enfin, heureusement, je sais que des fois, il faut très peu de choses pour qu'un enfant chope cette confiance en lui. Enfin, Boris Cyrulnik disait qu'il suffit d'un regard d'un adulte, même que tu croises une fois dans ton enfance, et il y a des témoignages d'enfants maltraités qui le disent. J'ai croisé une infirmière, un voisin, qui a eu confiance en moi, juste une fois que je voyais tous les 6 mois un grand-père, enfin quelqu'un qui a posé un regard positif sur toi, ça peut suffire pour se construire. Mais c'est vrai qu'on ne part pas tous avec les mêmes atouts pour gérer notre hypersensibilité. Quand tu es dans un monde très dur depuis tout petit, j'imagine que l'hypersensibilité peut aussi t'écraser, te broyer. Tu peux être broyé, pas l'hypersensibilité, mais tu peux être broyé par le monde si tu croises pas assez de regards bienveillants. Et tu as eu ce regard-là, toi ?
Moi, j'ai surtout Pour avoir eu, cette confiance que tu disais tout à l'heure, j'ai compris très vite, en fait. Donc, j'ai envie de te demander deux choses. Très vite, c'était quand? Et qu'est-ce qui t'a aidé? Qu'est-ce qui a généré ça? très vite, je pense, c'est vers 2 ans et demi. Ah oui. Je pense à la naissance de mon petit frère. J'ai senti que mon petit frère était encore plus spécial que moi et j'ai compris que les adultes n'allaient pas le comprendre. Bon, je pense que j'étais aussi un peu traumatisée parce que pour la naissance de mon petit frère, on m'a mis dans une... Enfin, mes parents, qui étaient très bienveillants par ailleurs, mais m'ont fait garder par une famille de voisins que je ne connaissais pas. Et je crois que j'ai eu l'impression d'être abandonnée, enfin que j'avais changé de famille, quoi. Enfin, et quand je suis rentrée une semaine après, j'avais compris qu'on ne pouvait pas compter sur les adultes et qu'il allait falloir qu'on se serre les coudes entre enfants, donc avec mon petit frère. Et la première fois que j'ai eu cette impression d'être un peu missionnée c'est quand j'ai accompagné mon petit frère à la maternelle, donc tout petit, je me souviens encore, je le tenais par la main et accompagner l'autre, ça m'a toujours donné de la force en fait. Et après, j'ai eu de la part de mes parents un regard très bienveillant, surtout beaucoup de liberté, c'est-à-dire qu'ils étaient très confiants, un peu naïfs je pense. Et on a grandi à la campagne, et alors nous on a eu une enfance heureuse parce que très libre. Après, je croyais que c'était une enfance normale et j'ai découvert après que, en fait, non, c'était pas vraiment une enfance normale, c'était un peu une enfance de petit sauvage, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas appris pour socialiser, Et en même temps, on rencontrait des gens très différents avec mes parents, mais une grande liberté et une grande confiance dans la vie, frisant très largement la naïveté, voire quand j'étais ado, j'étais pas très protégée quand même, quoi. Il m'avait donné 2-3 grands principes et puis après démerde-toi, quoi. Mais je pense que ça m'allait, j'aurais pas supporté le contrôle de toute façon, donc... Et ça, cette liberté, je l'ai toujours gardée. Et c'est aussi un peu ce que j'ai envie de transmettre, quoi, de dire aux gens, mais il suffit de regarder l'autre comme une personne digne pour qu'elle retrouve sa dignité. Ça, c'est génial comme truc. Et je l'ai expérimenté en classe plein de fois. Enfin, tous les enfants qui arrivaient avec déjà l'étiquette en CP, il va pas y arriver, ou voilà. Il suffit de changer de regard sur eux et pouf, ça vient, quoi. Et ça, c'est magique. Enfin, et quand t'as compris ça, Alors, comme j'ai beaucoup d'imagination et qu'on m'a laissé... J'ai pas eu la télé aussi. J'ai eu la télé très très tard. Donc, j'ai eu un imaginaire qui s'est beaucoup développé. Et en fait, je me raconte beaucoup d'histoires. Je suis dans des récits et j'ai compris très tôt qu'il suffisait de changer le récit pour que ça passe. Alors, rester dans la réalité, mais par exemple, quand on me demandait de faire le ménage, je me racontais que j'étais Cendrillon. Et hop, ça devenait génial, quoi. Et après, à chaque fois que j'ai eu des emmerdes dans la vie, je me racontais que... Et du coup, ça passe. Et pareil, quand on regarde les gens, on peut transformer par notre regard, c'est-à-dire qu'ils vont pencher, la plupart des gens ne sont pas tout méchants ou tout gentils, tu vois, c'est... Selon comment tu les regardes, ils vont manifester tel ou tel côté d'eux. Alors là, sauf, je pense qu'il y a des gens très très blessés qui peuvent être très très méchants, très très dangereux, très très... Faut quand même pas être naïf. Il y a des gens, il n'y a qu'une solution, c'est la fuite. Faut pas s'exposer ou faut rester vigilant quand même. Je suis pas naïve malgré les apparences, mais j'ai décidé de croire au bon côté des choses. C'est quoi cette histoire de naïveté? Ça fait au moins 10 fois que tu prononces ce mot. C'est le manque de défense, de croire que tout le monde est gentil, tu vois, et de devenir une proie pour... Ça t'a coûté, ça? Pas à moi, mais j'ai eu peur pour les autres, ouais. De voir des gens sans défense qui allaient se faire manipuler
Parce qu'avec une telle soif d'amour, par exemple, qui sont prêts à suivre n'importe qui leur donnerait un semblant d'amour et ils se font bouffer en fait. Enfin, et ça me met en colère. Enfin, les prédateurs tu vois, qui font semblant d'aimer puis qui utilisent ou qui humilient les autres, c'est... Je me sens un peu investie du devoir de défendre les faibles et les naïfs. Alors après, je l'étais beaucoup trop, et là je travaille sur le fait de... Je suis pas là pour sauver le monde, quoi. Enfin, parce que j'ai réduit mes ambitions. À un moment, je voulais être Dieu et sauver le monde. Puis au bout de 5 burn-out, je me suis dit, peut-être c'est un peu beaucoup. Peut-être on va revoir à la baisse. C'est peut-être pas une question d'ambition, c'est peut-être une question de moyens ou de comment tu le fais. Ouais. Parce que moi, je suis de ceux et celles qui sont convaincus que nous sommes le monde. Tu vois, donc, et à faire tout ce que tu peux avec tes moyens, sans te cramer. Tu fais déjà des choses autour de toi. Tu inspires d'autres de plus en plus loin. Et tu parlais de regard tout à l'heure de Cyrulnik. T'es pas à l'abri qu'il y en ait un ou une qui s'inspire et qui arrive à faire autre chose. C'est le battement d'aile du papillon. Hein. Ouais. Donc, c'est pas forcément une histoire d'ambition. Mais ça, d'accord. Voilà. Ça, c'est... Mais après, pour pas me cramer, il faut aussi que j'apprenne à supporter la souffrance des autres et à laisser aux autres la liberté de souffrir. Parce que mon hypersensibilité m'a amenée à un moment à interdire aux autres de souffrir en ma présence. Alors, ça... Oh là, comment t'as fait ça ? Je m'en suis rendu compte. Ça... Au départ, ça part d'une bonne intention. Tu vois, t'es en empathie, tu vois quelqu'un qui souffre, tu veux l'aider. Mais quand tu pousses le bouchon, et c'est une copine à l'internat qui m'a dit ça une fois, on était très amis et elle était à l'internat avec sa sœur et c'était des box de 8 et il y avait les 2 sœurs avec nous. C'était très très sympa ces années-là. Et un matin, elles arrivent, les 2 sœurs, et elles se mettent à se fâcher très fort parce que l'une avait dit qu'elle prenait des trucs et l'autre, elle s'était mal comprise. Et bon. Et moi, j'interviens pour faire la médiation. Et à un moment, une des 2 sœurs, c'était une très grande amie, me dit « Mais enfin, Magali, laisse-nous nous engueuler. On en a besoin. » Et je dis « Ah oui, c'est vrai ça. Il y a des gens qui en ont besoin. Enfin, c'est leur liberté. Enfin... Et peut-être ils en ont besoin dans leur chemin. » Donc, j'apprends que laisser le droit de souffrir aux autres, ça ne me regarde pas tout le temps, quoi. Oui, et puis il y a quelque chose aussi qui est assez puissant, c'est de se dire que d'avoir confiance en l'autre. Ouais. Le regard que tu vas porter sur l'autre est fondamental, tu le disais tout à l'heure. Et donc, quand je n'interviens pas trop vite, trop quelque chose dans ce que vit l'autre, je lui donne la confiance. Tu vas y arriver tout seul. Voilà. Et du coup, c'est assez magique ce truc-là parce que c'est comme le regard de tout à l'heure. Ça renvoie sur moi quelque chose de la confiance. Tu vois ? Et ça, j'arrive à l'avoir avec les enfants, mais j'arrivais pas à l'avoir avec les adultes. Avec les enfants, des fois, j'arrive à les laisser bidouiller, chercher, se tromper, recommencer. Mais les adultes, j'ai beaucoup de mal à supporter leur souffrance et puis à leur faire confiance, en fait. Alors, toi qui aimes bien te raconter des histoires, tu peux te dire que ce sont de grands enfants. En plus, c'est complètement vrai. C'est à peine une histoire. Mais qu'on peut continuer d'évoluer à l'âge adulte. C'est ça qu'il faut. Il y a cette phrase, tu sais, moi j'ai une phrase qui quand des fois j'oublie ça, parce que évidemment, hypersensible et coach, la surempathie, elle est là en permanence, donc j'ai une vigilance. Et ben je me dis, cette phrase, que partir du principe que chacun reçoit l'épreuve qu'il est capable de dépasser. Et à quelques exceptions près, des gens un peu moins équipés, suicidaires et tout ça, que je mets évidemment de côté. Quelqu'un de à peu près constitué
il a l'équipement en lui et il reçoit ce dont il a besoin pour grandir. Donc peut-être tu le prives d'une occasion de se développer. Exactement. Ouais. L'épreuve qui va le faire grandir. Et peut-être que je le prive de quelque chose qui pourrait lui permettre de se développer. C'est tout à fait intéressant, ça. Mais c'est parce que moi, j'ai du mal à le voir souffrir. Mais c'est juste... C'est pas pour lui, en fait. C'est complètement égoïste. Enfin, et c'est parce que dans mon environnement immédiat, quand quelqu'un souffre, je le ressens. Et ça me fatigue, ça me dérange. Alors, du coup, j'en viens à l'impression que j'ai aussi depuis très longtemps que j'ai besoin d'habiter seule. Ça fait 30 ans que j'essaie de vivre en famille. Je ne regrette pas d'avoir essayé. Mais je peux partager vraiment, et j'ai absolument besoin de partager des moments avec les autres, mais je n'arrive pas à récupérer si je ne suis pas vraiment seule à un moment. Parce que je ne vais pas arriver à laisser à l'autre qui vit sous mon toit cette liberté de passer par ces phases de tristesse, voilà, je vais tout le temps aller chercher, vérifier qui va bien. Et peut-être là, j'ai aussi un besoin de réassurance par rapport à un adulte qui irait mal, tu vois, il faudrait que je creuse aussi là-dessus. Mais, et me demander si j'ai fait tout ce qu'il faut pour qu'il aille bien. Et alors qu'on m'a rien demandé. Mais j'arrive pas à laisser l'autre tranquille et à me concentrer par exemple sur une lecture si on est deux dans le salon et je vais pas arriver à lire si l'autre à côté n'est à mon goût pas tout à fait bien, ou m'a pas même... Donc c'est invivable pour l'autre, je m'en rends compte. et à ce moment-là, je pense qu'il vaut mieux... alors j'ai négocié plusieurs choses avec mes compagnons et on a réussi à trouver des points d'équilibre quand même par moment. Par exemple, s'autoriser très tôt à faire chambre à part. Ça, c'est un truc qui était tabou pendant longtemps. On peut être très amoureux et très bien ensemble, mais dormir dans le même lit, mais c'est quoi cette idée, quoi? Ça peut être très agréable en week-end, voilà. Mais au quotidien, quand on bosse, quand on doit gérer chacun gérer le chaud, l'effroi, le mouvement, c'est déjà tellement compliqué pour moi de dormir avec moi-même. Et où je le mets, ce bras, il me gêne et tout. Alors si en plus il y en a un autre dans le même lit, alors parfois d'entendre la respiration sereine de son conjoint, ça peut aider à se rendormir et tout. Mais majoritairement, l'idéal pour moi, c'est d'avoir chacun sa chambre et de se rejoindre quand on en a envie. Ou avec un emploi du temps. On peut aussi s'autoriser à se faire un emploi du temps en disant on ne dort pas ensemble quand l'un des deux travaille le lendemain de bonne heure, ou on dort ensemble que le week-end. Et ça, c'est un truc que j'ai mis énormément de temps à m'autoriser à demander. Et alors que mon conjoint était aussi... En fait, on ne s'autorisait pas à se le demander parce que c'était synonyme de « Ah, il y a de l'eau dans le gaz, ça ne va plus dans le couple. » Bon. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire aux autres et aux jeunes couples. Après, je sais que matériellement, c'est souvent compliqué. On n'a pas toujours autant de chambres qu'on veut. Mais on peut trouver des astuces, quoi. Limite même 2 lits jumeaux qu'on peut rejoindre ou éloigner. Mettre un paravent. Je sais pas, des trucs comme ça pour... et mes 2 filles qui sont hypersensibles, elles ont, en cherchant leurs appartements, elles ont exigé... Elles hésitaient entre chacun son appart et on reste en couple, ou on prend le même appart, mais il me faut une pièce où je peux m'isoler. Et c'est pas un caprice, on a besoin d'une seconde peau, quoi. On a besoin d'un endroit où on peut se refaire, parce qu'on n'y arrive pas en présence de l'autre. Avec tout, et justement, surtout pas auprès de quelqu'un qu'on aime. Donc, s'autoriser ça. Soit chacun sa maison, pas loin l'un de l'autre, soit... Quand on a des enfants, c'est peut-être un peu compliqué, mais ou des pauses si c'est pas possible, mais partir un week-end tout seul, vraiment, ça veut pas dire qu'il y a de l'eau dans le gaz, quoi. Cette idée d'être tout le temps collés ensemble quand on est un couple, mais pour un hypersensible, je pense que c'est épuisant, quoi. Donc, s'autoriser à inventer des trucs comme ça, ça me semble important. Et puis après...
30 ans de vie de famille, on peut aussi s'autoriser une période. Bon, c'est peut-être parce qu'en ce moment je suis dans cette période-là, hein, mais où on peut vivre seul et ça peut être très chouette. Mais par contre, mes propres enfants me plaisaient pas dans la présence. Enfin, ça a été fatigant, mais c'était pas. Mais bon, après, c'était des hypersensibles, donc on se comprenait bien, quoi. C'est-à-dire que c'est vivre avec quelqu'un qui est pas hypersensible, c'est lourd. Qu'est-ce qui est lourd? Bah, ils comprennent rien, faut tout leur dire. J'ai mis un temps fou à comprendre que ce qui pour moi était... On m'aurait dit ça, mais j'aurais compris tout de suite, j'aurais été hyper... Moi, j'ai toujours peur d'avoir pas capté un signal, de déranger, d'avoir fait une gaffe, d'avoir fait... Tu vois, de gêner par ma présence... de gêner la sensibilité de l'autre. Et puis les autres, je leur lance des appels du pied qui me semblent clairs, mais alors j'ai compris que les allusions, il y a des gens, ça leur passe, mais alors 3 kilomètres au-dessus de la tête, et il faut dire les choses clairement, quoi. Ça me dérange quand tu fais ceci, enfin, ça me fait mal, je souffre quand tu fais ça. Et c'est pas... il faut le répéter plusieurs fois, avant qu'ils se disent « Ah oui, peut-être faudrait que je fasse attention », enfin... Alors que moi, tout de suite, si on me dit quand tu laisses traîner ça m'agace. Oh, mince, excuse-moi. Et puis après, je vais tout le temps m'excuser dès que je laisse traîner un truc si ça gêne l'autre. Enfin, alors, pas quand, par exemple, si on fait la fête, il y a plein de monde et tout, je suis pas du tout maniaque, c'est normal, on met le bazar, c'est pas un problème. Mais c'est au quotidien quand... Par exemple, je pense que l'hypersensibilité a beaucoup de points communs avec le TDA, trouble déficitaire de l'attention, ou l'hypersensibilité entraîne un trouble déficitaire de l'attention. Alors moi, s'ajoutent les douleurs chroniques qui font que quand j'ai la moitié de mon cerveau occupé à gérer les douleurs chroniques et l'autre un quart à gérer tout ce que me disent mes sens, des fois il ne reste plus grand-chose pour gérer le quotidien. Donc, je vais perdre les objets, donc, pendant le burn-out, ça s'est accentué. Et maintenant, j'étais pas autant comme ça parce que j'aime pas le côté gna-gna, coincé, chaque chose à sa place. Je disais, le plus important, c'est l'humain, le matériel, on s'en fiche. Ben oui, mais moi, si j'ai pas une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, je perds les choses. Mais ça devient vraiment pénible et fatigant parce que moi toute seule je vais quand tu dois partir et que tu trouves pas tes clés ou pire, quand tu trouves pas tes lunettes, tu trouves pas ton téléphone, une fois c'est drôle, mais 10 fois par jour ça devient très pénible, quoi. Et quand en plus t'as mal et que t'as un temps d'autonomie physique, si tu veux, la table est encombrée, tu veux faire quelque chose, il faut commencer par débarrasser pour pouvoir faire quelque chose. Tout ça, ça devient compliqué à gérer. Donc, je pense que le matériel, moi j'ai fait des appels du pied à mes proches en disant j'aurais besoin qu'on fasse la vaisselle au fur et à mesure parce que quand je veux cuisiner, j'ai pas l'énergie de faire et la vaisselle et la cuisine et la vaisselle derrière. Enfin, et mais non, on la fera à la fin de la journée. Oui, mais moi je peux pas faire une vaisselle de 2 heures. Il faut que je fasse des petites vaisselles d'1 quart d'heure. Alors j'explique. Au bout d'un moment, j'étais obligée de dire mais je serais aveugle. Vous laisseriez traîner les trucs? Bon, c'est comme si j'étais aveugle. Moi, les objets qui traînent, ça m'embrouille, mais fort, quoi. C'est vraiment c'est douloureux. Je vais me heurter à ça. Par exemple, aussi, j'ai eu un compagnon qui, à un moment, avait tendance à mettre des étiquettes sur tout. Bon, ça avait un côté pratique, mais avec une petite dimo, là. Mais... le problème, c'est que moi, quand il y a une étiquette, je vais la lire. Et je vais la lire en boucle, en continu. Et je vais l'entendre dans ma tête. Donc, si on laisse des trucs écrits partout autour, je vais en permanence entendre penser à acheter du pain, tiroir découvert, confiture. Enfin, tu vois, ça fait un bruit dans ma tête. Et ça, je l'ai transféré en classe, où j'ai supprimé tous les affichages. Parce qu'en classe, on met plein de penses bêtes, les conjugaisons, les tables, les machins, les tout.
Mais ça fait un bruit dans la tête. Et d'ailleurs, les enfants sourds le disent. Ça fait du bruit visuel. Parce que tu lis ça en boucle. Et donc, je me suis inspirée des enfants autistes avec qui j'ai travaillé en IME aussi. Ça passe très bien avec les autistes. Je capte vraiment très bien, y compris les autistes non-verbaux. Hein. Oui, une nappe à carreaux, pour écrire, c'est perturbant, parce que tu suis les lignes et voilà. Alors, des autistes, on a bien compris, mais ça gêne plein d'autres gens. Enfin, je dis pas qu'il faut jamais, mais il faut avoir conscience que ça peut être fatigant. Donc, par moment, j'aime bien avoir un truc, et puis ça dépend des gens, mais il faut un endroit où tu peux contrôler les couleurs, les bruits, les odeurs, et alors au début je me disais mais je suis maniaque, je vis dans, enfin qu'est-ce que je suis capricieuse dans le luxe et tout, je porte pas telle lumière, gna gna gna. Et j'ai beaucoup aimé le témoignage d'Amélie quand elle parle des éclairages, parce que bah oui, à telle heure c'est pas telle lumière qu'on allume, c'est une autre. Et il y a plein de gens qui comprennent pas, mais moi ça me semble évident. Et avec mes filles, on se comprend très bien là-dessus, tout de suite, quoi. On n'a pas forcément les mêmes idées, mais il n'y a pas besoin d'expliquer. Si c'est pas l'heure d'allumer le plafonnier, bon, bah, écoute, si tu le dis, je te crois, quoi. Mais pour quelqu'un qui n'est pas hypersensible, se dire, mais de quoi elle me parle, quoi? Des heures pour allumer telle lumière? C'est écrit où, ça? Quel conseil, du coup, alors, tu donnerais si je vis, moi, avec quelqu'un qui n'est pas comme moi, qui n'est pas hypersensible? Jouer carte sur table. Qu'est-ce que je fais? Tu l'envoies écouter tous les podcasts, premièrement. Et puis, je pense qu'il faut arriver à leur expliquer qu'en exagérant, par exemple, le coup de si j'étais aveugle, si j'étais sourde, enfin, si j'étais... si j'avais pas de jambes, comment on s'organiserait? T'es d'accord qu'on ferait des aménagements? Si j'étais en fauteuil, enfin voilà. Eh ben, il faut prendre ça au sérieux. Moi, j'avais inventé un truc avec une petite roue en couleur. J'avais fait un petit disque avec un camembert où on pouvait afficher la roue qui tournait. Il y avait 4 couleurs, vert, jaune, orange, rouge, pour dire dans quel état j'étais. De disponibilité et qui n'avait pas forcément quelque chose à voir avec mon humeur ou ce que l'autre avait fait. L'autre, c'était mon état de saturation. Vert, tout va bien, on peut passer du coq à l'âne, on peut lancer des idées comme ça, cuisiner en même temps, voilà. Jaune, on va commencer à faire attention, on va parler de ce dont il y a à parler, mais on va pas trop se disperser. Orange, on termine ce qui a terminé, mais le plus vite possible, on me libère et je vais aller récupérer. Et rouge, là, si moi je le fais pas, il faut m'envoyer dans ma chambre, quoi. Il faut que l'autre me dise non, mais là, tu arrêtes tout, parce qu'on va s'engueuler ou face à... Et parce qu'au moment où tu passes dans le rouge, t'es plus en état d'expliquer à l'autre. T'es déjà en saturation complète. Donc, soit tu vas partir dans l'hyper émotif, et tu vas te mettre à pleurer, tu vas sortir des choses que tu n'aurais pas aimé dire comme ça. Enfin, mais souvent, la seule chose à faire quand tu es dans le rouge, c'est juste de t'isoler. Tu récupères. Et en fait, de tourner cette petite roue pour que l'autre voit sans explication où t'en es, eh ben, ça permet de... Alors, on peut le faire à deux. L'autre peut aussi avoir sa roue parce que même quelqu'un qui n'est pas hypersensible, il est quand même sensible. Et il ne faut pas non plus que ça devienne la tyrannie des hypersensibles. Comment on gère ça? C'est pas parce que tu es hypersensible que tu as tous les droits tout le temps non plus. Donc l'autre, il faut aussi qu'on puisse entendre ses besoins, quoi. Et je pense d'en prendre conscience et d'en parler le plus clairement possible, quitte à faire appel, à mon avis, à une médiation, si on est déjà dans quelque chose de difficile, pour faire entendre nos besoins qui ne sont pas des caprices, quoi. Mais je pense qu'il faut aussi se mettre à l'écoute des besoins des soi-disant sensibles normaux, parce que souvent ce sont des gens qui n'ont pas conscience de leurs besoins. Ils n'ont pas été confrontés, apparemment, ils n'ont pas conscience, des fois ils sont même un peu blindés,
Et ils disent, moi je fais pas tant de manières, quoi. Enfin, oui, mais peut-être tu devrais. Parce que tu t'irais mieux, puis tu serais moins casse-pied. De quoi tu as vraiment besoin? Qu'est-ce qui te ressource? Comment tu récupères, toi? Essaie d'en prendre conscience, hein, pour qu'on puisse se mettre d'accord. Si toi, tu récupères en mettant la musique à fond, en rentrant du boulot, ça peut être un vrai besoin. Ou si tu aimes bien te réveiller le matin avec le réveil matin qui te balance les horreurs du monde sur France Info, si c'est un besoin parce que ça stimule, on se met d'accord, on ne dort pas dans la même chambre où je me réveille à 10 minutes avant toi et je me casse avant que le réveil se mette en route. Enfin, je sais pas. Maintenant, je dirais ça. Mais là, en ce moment, je suis un peu... je suis plus pour chacun chez soi. C'est ponctuel. Alors, est-ce que j'entends de ça qui est intéressant? C'est que cette conscience qu'on peut avoir quand on a un peu bossé sur soi quand même, c'est pas forcément toujours évident, mais de ses propres besoins, en étant très attentif, on aide l'autre aussi à prendre conscience des siens. Et on peut l'inviter à ce dont tu parles. On serait comme un miroir des besoins de l'autre aussi. Une invitation. Une invitation. Et ça, c'est chouette. Et la limite, parce que je rebondis sur un truc que tu as dit tout à l'heure, que tu avais du mal à faire que quelqu'un soit mal près de toi. Ça rejoint, outre ce que je disais de laisser l'autre dans ses expériences. J'avais envie de te poser cette question, mais que tu n'es pas obligé de répondre, c'est plus pour toi là. C'est de se poser la question de... Il y a quelque chose de l'ordre de se foutre la paix, mais à toi. Ouais. Quand tu t'occupes tellement des autres, ouais. De quoi tu ne t'occupes pas chez toi en fait? Qu'est-ce que ça vient dire de toi? Ce besoin que l'autre aille tout le temps mal, bien, cette histoire d'émotionnel, est-ce que finalement tu t'écoutes suffisamment? Alors, tu vois? Tout sans, à fait. Sans répondre forcément, non, mais non, c'est je le note, l'invitation à, parce que ouais. en tant qu'hypersensible, on a ce truc de l'empathie, on est connecté à l'autre, on ressent, machin, et on a tellement envie qu'il aille bien. Ouais. Donc ça, c'est extrêmement... Voilà, c'est un truc... ouais. Ça peut s'apparenter à vouloir sauver le monde, tu vois. Mais quand je m'occupe tellement de l'autre, de quoi je m'occupe pas chez moi pendant ce temps-là? C'est ça. Et ça rejoint pour être disponible à l'autre, ouais. Il faut être très disponible à soi. Ouais. Donc c'est, je m'isole, je me ressource quand j'ai des besoins de ça. Ça c'est génial ton outil là. Et c'est aussi quand je suis un peu trop sur l'autre, à m'inquiéter tout le temps, de quoi je ne m'inquiète pas chez moi. Qu'est-ce que ça vient dire? Parce qu'il y a un autre truc aussi qui fonctionne assez bien, c'est de se dire que je repère chez l'autre quelque chose qui m'appartient. Oui, tout à fait. L'autre est mon miroir aussi, tu vois. Donc quand je te vois, toi, moi j'ai eu ça pendant longtemps, et je voulais tellement qu'on soit bien, qu'on machin, et après je me disais, oui mais t'es bien toi, finalement, dans ce truc. Il y a ça, et il y a autre chose qui m'a chopé aussi, les émotions. Oui. C'est fait pour être vécu, c'est une énergie. Il y a une circulation à respecter. C'est comme si tu voulais arrêter un fleuve. Tu vois? Ouais. On arrête là, la Loire, et tout d'un coup, voilà. Ça fera un sacré bordel, hein, c'est moi l'expression. Donc c'est comment tu laisses ces émotions-là faire. Et la meilleure façon de le faire chez toi, c'est de commencer à le laisser chez l'autre déjà. Oui, et vice-versa. Parce qu'il y a quelque chose chez toi qui redoute. Plus ou moins consciemment, tu vois. Et c'est ça, les gens, des fois, moi je le vois beaucoup dans l'extrême, c'est les deuils, tout ça, où les gens, quand tu leur dis que tu as perdu quelqu'un, ils savent plus quoi faire, ils sont dépassés, ou que tu es en rupture, ou ils sont dépassés, parce que des fois que tu n'arriverais pas à gérer, que tu pleurerais, machin, ça vient réveiller chez eux quelque chose. Ben là, c'est pareil, c'est quand je vois l'autre pleurer. Pourquoi ça me dérange autant? Pleurer, c'est quand même un truc de libération. Ou quand je vois l'autre, les autres se fâcher entre eux, surtout ça. Ça, je supporte pas du tout qu'ils se fâchent. Ils ont besoin d'exulter une énergie qui est restée coincée et qui a besoin de sortir. Alors, il faut être vigilant à ce qu'il n'y ait pas de dommages, qu'ils se mettent... Mais avant qu'on en arrive là, tu vois, il y a une énergie qui a besoin de sortir.
Ouais, Et ça vient peut-être chercher chez toi, si tu veux absolument que les émotions s'évacuent rapidement, ou peut-être pas tant que ça, ou j'en sais rien, de regarder... Pas les voir, voilà, les mettre sous le tapis. Et de regarder comment toi, tu fais avec tes émotions. Je supporte pas une émotion chez l'autre. Qu'est-ce que ça peut venir chercher chez moi, et est-ce que moi je la gère, ce type d'émotion, quoi? Est-ce que je m'accueille, moi, déjà? Est-ce que je la laisse circuler? Quand j'ai envie de pleurer, comment ça se passe? Ouais. Est-ce que je pleure vraiment? Ouais. Et de revisiter D'accord. les situations où j'ai été triste, ou des fois j'ai eu envie de pleurer, parce que tu disais, je sais plus comment t'as dit ça tout à l'heure, mais t'as dit oui, machin, parce que bon, j'avais envie de pleurer, hein, j'ai failli te dire, et alors? Mais alors du coup, sur pleurer, je me laisse plus facilement. Mais alors, les autres, souvent, quand on pleure facilement, mais je ris facilement aussi, comme beaucoup d'hypersensibles, et ben, parfois les gens se demandent si c'est sincère. Si c'est pas des larmes on m'a déjà dit ça, que c'était pas des larmes de crocodile, parce que je pleure quand même facilement. Et ben, j'étais étonnée qu'ils puissent penser qu'on pouvait faire semblant, parce que ça m'était jamais venu à l'idée. Et puis, mais ça, c'est leur histoire. Mais oui, tu vois, ça vient chercher. Il y a autre chose chez les hypersensibles, plus que chez d'autres, c'est cette attention au regard de l'autre, le regard que l'autre pourrait poser sur moi. Et j'ai toujours besoin, alors couplé au fait que j'ai toujours besoin d'avoir la validation de l'autre, que machin. Et après tout, si tu penses que j'ai des larmes de crocodile, ça vient dire un truc de toi. Ouais. Moi, je suis à l'aise avec mes larmes. Hein. Moi, je sais que j'étais dévastée, mais ça y est, c'est fini, parce que j'ai trouvé une clé, j'ai récupéré, ça me met en euphorie, mais moi, ça va. Par contre, toi, ça a l'air de te poser un souci. Tu vois? Alors, c'est pas forcément de me dire comme ça, mais c'est mais se mettre dans la tête pour que on ne prenne pas les difficultés de l'autre. Comme tu disais tout à l'heure, on a déjà assez avec son bazar à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais aller m'occuper de si tu n'arrives pas à gérer tes émotions? Alors, on peut en parler, mais parle-moi de toi. Ne viens pas voir mes trucs chez moi. Tu vois? Et ça... C'est vrai qu'en plus, en choisissant ce métier d'instit, je me suis mise dans une position où c'était mon métier de gérer les émotions des autres aussi du groupe. Et donc, je l'ai beaucoup fait. Résoudre les conflits, leur apprendre à résoudre les conflits et tout. Mais oui, il faut aussi que penser à aller voir chez soi ce que ça peut... Est-ce qu'on apprend nous aussi à accueillir nos émotions, et ça vient, j'ai déjà travaillé dessus, en particulier sur la tristesse. Ça, j'arrive beaucoup mieux à l'accueillir. C'est une de mes filles, mais surtout une qui est la plus sensible. Elles m'ont appris plein de choses, mes filles. C'est les premières qui m'ont amenée vers le travail du développement personnel et tout. Ça qui est génial, quoi, c'est qu'il y a un rendu vraiment... m'ont fait beaucoup avancer. Parce qu'en plus, il y a des nouvelles choses qui sont sorties. On a avancé quand même là-dessus, et elles se sont allées voir avant... Et sur l'accueil des émotions, quand tu accueilles ta tristesse, elle passe, et en plus elle t'apprend quelque chose sur toi, donc ou sur ce que tu vis, et ça j'y arrive vraiment mieux, mais il y a encore du travail, il y a du travail toute la vie en fait, c'est ça qui est bien. Mais c'est quand même plus facile en vieillissant, vraiment. Qu'est-ce qui change en vieillissant? Le besoin de validation. Et il est beaucoup moindre en vieillissant. Parce que quand on est plus jeune, moi je l'ai vécu comme ça, et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le vivent comme ça. T'as pas fait tes preuves, et du coup le regard de l'autre est beaucoup plus... Tu vois, toute la société t'attend au tournant, quoi. Comment tu vas réussir ta vie professionnelle, comment tu vas réussir ta vie privée, affective. Puis tout le monde a un avis sur tout quand t'es jeune. Est-ce que tu vas avoir des enfants? Est-ce que tu vas pas avoir d'enfants? Est-ce que tu vas gagner de l'argent? Est-ce que tu vas pas gagner de l'argent? Pas forcément pour te pousser à faire ceci ou cela, mais tout le monde a un avis quand t'es jeune. Et chacun a des souhaits pour toi quand t'es jeune, qui projette. Et quand tu vieillis, t'as raté pas mal de trucs, t'as réussi des trucs là où tu t'y attendais pas, les autres non plus. Tout le monde a compris que de toute façon on n'y comprenait rien,
qu'on faisait tous comme on pouvait. Enfin, je trouve que c'est... La norme, elle se dilue. Comme je disais tout à l'heure, il y en a plein qui ont réussi, puis raté, puis réussi, puis raté. Entre guillemets, raté, parce que voilà, c'est plutôt des chemins de vie. Et arrivé à 50 ans, on se rend compte que ce qui est intéressant, c'est le chemin, ce qu'on en fait, mais personne n'est vraiment arrivé quelque part, en fait. Et du coup, ça libère beaucoup par rapport aux besoins de résultats. Moi, je me sens très libérée par rapport aux besoins de résultats. Et puis, je trouve qu'à chaque fois que j'ai pas fait comme tout le monde, c'était une très bonne idée, en fait. Et que tout compte fait, on s'en sort vraiment pas si mal avec tous les ennuis qu'on a, en particulier dans ma famille, avec la maladie génétique, parce qu'on a fait plein de trucs atypiques et on savait pas que c'était à cause de la maladie, mais en fait, tout compte fait, ça nous aide bien. Et du coup, voilà, je trouve que vieillir, ça libère du regard des autres et la validation, moi, je garde le regard de l'autre quand même. J'aime pas choquer, j'aime pas blesser, je voudrais pas blesser, choquer, être inconvenante pour l'autre, mais ce qu'on pense de moi, ça m'est de plus en plus égal. Faudrait voir quand même si je me prenais une grande tarte dans la figure, comment je réagirais, une grande critique ou ce que je supporterais pas, c'est qu'on me dise que j'ai fait du mal aux autres, que j'ai été négligente, que j'ai voilà, mais qu'on trouve que je m'y prends pas comme il faut. Alors là maintenant, celui qui sait comment faut s'y prendre, à mon avis, c'est qu'il a pas tout compris, quoi. Alors moi je vais mettre un bémol à ça, non pas pour te déstabiliser, parce que ce que j'entends, c'est que tu as réussi à mettre des choses très stables, et garde-les, mais c'est plus pour les auditeurs. Ouais. Parce que je ne voudrais pas qu'ils pensent que juste l'âge va les sauver, juste attendre. va les aider. Ouais. Parce que à tout âge, on peut avoir un regard de l'autre destructeur. C'est vrai. Parce que si je fais l'avocate du diable, je vais te dire que quand tu commences à prendre de l'âge, on t'attend au tournant. Parce que tu es censé avoir maturé, compris les trucs, réussi et tout ça. Ouais. Et que à 20 ans, on peut te pardonner d'avoir pas réussi un truc. C'est un peu vrai. 30, 40, 50 et j'en passe, on regarde et on fait mais il n'est pas mature celui-là, mais tu es encore à 40 ans en train de chercher ta mission de vie. Ouais. Tu vois, et il y a une espèce de poids qui est lié à l'âge. Donc c'est vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu en es là aujourd'hui, avec l'âge évidemment, peut-être on prend un peu de recul aussi, voilà, il y a quand même des vagues et des croisées, des temps forts, voilà, des temps forts sur un chemin. C'est sûr qu'à 90 ans, à 15 jours de mourir, tu n'as pas les mêmes préoccupations que ado, quand tu es en pleine transformation de tout ce qui se passe, évidemment. Mais il y a aussi quelque chose de travailler sur le regard de l'autre. Et c'est ça qui va t'amener, quel que soit l'âge, à être super bien avec qui tu es. Tout à fait. C'est un boulot que tu as dû faire inconsciemment par d'autres trucs. Et voilà, évidemment, il y a une maturité qui arrive, une expérience. Si je tire des choses de ce que je vis, forcément, comme dirait Coluche, avancer dans l'âge, c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres. Exactement. Donc tu as un peu plus de clés, de choses, évidemment. C'est juste ça, effectivement, je voudrais pas que les auditeurs pensent que ça vient automatiquement, qu'il faut juste attendre... s'en prendre plein la figure en attendant que ça passe, ça risque d'être un peu long quand même. Et que même si on est très avancé dans la vie, à tout âge, on peut changer de regard. Et j'aime bien me rappeler que sœur Emmanuelle, qui est partie au Caire faire des trucs formidables, je crois qu'elle avait 65 ans quand elle est partie. Donc à tout âge, on peut commencer quelque chose. Pas forcément un truc aussi gros que ça, ça c'est l'exemple. On peut commencer à tout âge. Et aussi, ce que je dirais, pour aller dans ton sens, c'est pour me faire à moi-même un peu la leçon, attention, à tout âge, on peut aussi tomber sur quelqu'un ou un groupe ou la société, sur un pépin et vraiment être à nouveau cassé, on reste vulnérable, il peut nous arriver, on peut être vraiment agressé par la vie, par des gens très méchants, tu vois, qui
Donc, faut pas s'en vouloir si ça nous arrive même tard, quoi. Enfin, non, tu as raison de rectifier. En même temps, j'ai envie de dire aux jeunes, vous inquiétez pas, ça va pas être de pire en pire, ça va être de mieux en mieux. Et en même temps, oui, on est toujours aussi vulnérable et on peut toujours recommencer. Et puis là, ce que je dis, c'est à un moment T de ma vie. Oui, et puis c'est juste, hein. Encore une fois, je suis pas tellement sur ton expérience. Mais c'est en général. On a aussi, au fur et à mesure, on arrive à faire des fondations. Tu vois, c'est comme si tu me disais, tu as construit une maison, tu as mis des fondations, fais gaffe, elle peut partir en... Non, sauf s'il y a un ouragan comme en ce moment, c'est un peu bousculé. C'est ça que je veux dire. Mais c'est quand même... ça fait partie des grosses catastrophes. Générique, c'est comme la crise sanitaire, qui bouscule tout le monde et un collectif, mais individuellement, quand tu mets des fondations, tu peux te faire confiance aussi sur le fait que ça va t'aider dans la vie et que ça va tenir, tu vois. Et il y a quelque chose de rester vigilant, mais confiant, tu vois. C'est ça, là. C'est très subtil, hein, tout ça, mais subtil, c'est vraiment pour envoyer quelque chose de, comme tu l'as fait, d'espoir et c'est l'hypersensibilité, c'est pas une fatalité d'un truc, c'est pas qu'un poids, ça peut s'alléger et ça peut devenir même quelque chose de très aidant dès lors que j'ai mis en place des choses que je peux faire tout seul, que je peux être accompagnée, où je peux avoir un regard, je peux avoir... moi j'aurais rêvé de croiser une instite comme toi, tu vois. Il y a des gens qui parcourent notre vie et qui nous aident. Donc, mais ce qu'il faut aussi voir, c'est que là, et forcément, quand je témoigne, je vais avoir tendance à sortir le positif parce que j'ai toujours envie d'encourager. Moi, ce que j'aime le plus, c'est l'espérance, quoi. C'est quelque chose que j'ai presque jamais perdu, l'espérance. Et que je veux absolument transmettre, faire rayonner, Mais ça ne veut pas dire que... on me voit souvent positive, comme ça, battante et tout. Ça ne veut pas dire que je rame pas, que j'ai pas des moments où je pleure, je rame, je me sens nulle, je me sens... Ça, c'est vrai que ça me vient moins à l'idée d'en parler, mais faudrait pas que les auditeurs pensent que dis donc, elle a de la chance, elle s'en sort bien. Oui, je m'en sors bien et mal en même temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir les deux en même temps. On peut vraiment ramer fort et trouver la vie très chouette en même temps, quoi. Mais on vit à 200%. Donc, quand ça va vraiment pas. Et quand ça va vraiment bien. Et entre deux, il y a plein d'états intermédiaires. Mais oui, je rame énormément. Après, comme moi, j'ai aussi des douleurs chroniques. J'ai été entraînée très tôt à gérer la douleur physique. C'est-à-dire que j'ai découvert très tard que tout le monde ne souffrait pas physiquement. Enfin voilà, donc c'est intéressant à savoir quand même. Et du coup, j'ai tendance peut-être à pas me rendre compte quand je souffre. À pas le... Mais je pense que je souffre bien mon lot aussi, quoi. Enfin, faudrait pas croire non plus que je traverse tout ça sur un petit nuage, quoi. Enfin... T'es humaine, en fait. C'est ça que j'entends. Complètement, quoi. T'es peut-être un peu plus vivante que les autres. Ouais. Et même si ça fait plus mal, je regrette quand même pas. Si c'était à choisir, je choisirais... Enfin, j'ai pas choisi, enfin, j'en sais rien. Mais si on me demandait, je reprendrais le package avec l'hypersensibilité, quoi. Oh, ça c'est une belle conclusion. J'ai encore quelques questions, et notamment, tu as fait une réflexion là, à la pause. Tu m'as dit, je savais pas que j'étais hypersensible en fait. Alors je voudrais que tu nous racontes ça. Comment tu as pris conscience en fait? Eh bien, je n'avais jamais mis cette étiquette sur moi d'hypersensible. Pourtant, je l'avais placée sur certains de mes élèves sans problème. Et quand tu m'as demandé de venir témoigner en tant qu'hypersensible, je me suis dit, mais hypersensible, d'où elle sort ça que je suis hypersensible? Moi, comment...
Je me suis dit, bon, c'est sans doute un peu vrai, mais est-ce que ça se voit tant que ça? Donc ça m'a un peu interpellée. Après, je me suis dit, oui, mais Catherine est hypersensible, donc elle peut sentir que je suis hypersensible plus facilement. Peut-être que ça se voit pas tant que ça. Bon, après, je pense que ça se voit quand même. Et ça m'a fait rire parce que j'ai fait le test qui est proposé dans un des podcasts précédents. Et j'ai juste eu 17 sur 20 en test, donc je me dis, bon, ça va être difficile d'être dans le déni. Et donc j'ai accepté d'ajouter cette étiquette à ma panoplie d'étiquettes. Et elle me semble tout à fait intéressante. Et surtout que je la reconnais bien chez les autres, donc pourquoi pas chez moi. Voilà. C'est une invitation pour compléter ça, j'ai envie de dire... on ne se rend pas forcément compte qu'on est hypersensible, c'est souvent les autres qui nous le disent. Oui. Ça a été mon cas aussi, c'est très récent, ça fait 4 ans que je sais, et c'est par l'intermédiaire d'une amie qui m'a suggéré d'aller lire un peu des trucs pour que je m'y reconnaisse. Donc si tu es dans ce cas-là, si tu sais pas, si tu es un peu en train d'hésiter, j'ai envie de te dire, fais le test, il est assez bien fichu, c'est un test fait par une psy, mais qui est très court, et qui en tout cas te donne déjà des premières pistes. Autre question, tu disais tout à l'heure, en tout cas ce qui souvent sort chez les hypersensibles, c'est la notion du temps. Hein, ça c'est vraiment un truc, oui. On est assez facilement débordé, s'il y a trop de trucs, on ne sait pas, alors j'ai envie que tu me parles un petit peu de ça. De la gestion de ton temps. La gestion du temps. Donc, la dimension temps, comme la dimension espace, est tout à fait relative. Je confirme ce qu'a dit Einstein. C'est élastique, en fait, ça dépend. D'ailleurs, mes filles disaient, il y a le temps de papa et le temps de maman. C'est pas le même temps. Enfin, voilà. Bon, elles ont compris très tôt que le temps était relatif. Et non, ça dépend si on est en état de flow, qu'on est concentré, qu'on est bien, qu'on est à fond dans un truc, on va pouvoir passer des heures, on va pas voir le temps passer. Et puis, quand on est en hyper activité cérébrale et que ça va dans tous les sens, on va pouvoir perdre du temps. Parfois, je peux, moi en tout cas, avoir un bug. C'est-à-dire qu'à un moment, ça s'arrête, ça bloque, et puis là, je vais bidouiller, il va se passer 1 heure, je ne sais pas où elle passe, cette heure, dans un trou spatio-temporel, et j'ai rien fait pendant 1 heure, et voilà. Et donc, c'est pas facile de gérer. En plus, ça recoupe souvent des problèmes que rencontrent les TDA, c'est-à-dire de troubles de la concentration. Et j'ai aussi étudié, parce que j'ai aussi fait un DU de neurosciences, et donc j'ai beaucoup étudié pour comprendre tous mes problèmes. J'ai aussi beaucoup étudié du côté de la neurologie, qu'est-ce qui peut se passer dans notre tête, ce qui explique aussi certains de mes outils. Et j'ai aussi beaucoup étudié le syndrome autistique, tous les symptômes autour de l'autisme, pour accompagner une de mes filles qui a fait un diagnostic d'autisme. Et elle n'est pas autiste, mais elle a des troubles du neurofonctionnel vraiment avérés, quoi. Donc ça se recoupe, tout ça. On peut avoir plusieurs choses en même temps. Pour en revenir à l'emploi du temps, quand on a des problèmes de concentration, ce qui est difficile, il y a plusieurs choses. Il y a passer d'une activité à l'autre. Il y a d'abord planifier les activités à faire, dans quel ordre, selon la gestion de l'énergie, selon les impératifs, selon l'urgence, il y a plein de critères, c'est compliqué. Planifier, ensuite enchaîner, arrêter, commencer une activité, c'est compliqué. C'est fait appel à une fonction du cerveau, on peut ne pas l'avoir ou elle peut être fatiguée. Commencer, c'est une autre fonction. Et donc là, on peut avoir du mal à arrêter, on peut avoir du mal à commencer, on peut avoir du mal à s'organiser. Tout ça, ça revient à avoir du mal à s'organiser dans le temps. Donc j'ai testé plein d'outils de planification. Je les ai souvent testés en classe aussi, mais après je les ai transférés dans ma vie privée. Alors à un moment, j'avais une chemise cartonnée avec des petits post-it, des tâches à faire que je déplaçais, les tâches, mais je mettais tout. Vraiment
les tâches à faire, y compris parfois je suis obligée de penser à boire ou d'aller aux toilettes parce que ce sont des choses qu'on peut oublier ou ne pas ressentir. Les besoins vitaux, par contre, on peut ne pas les sentir. Bon, parce que l'hypersensibilité sur autre chose va nous faire oublier presque de respirer. Donc, j'ai pas écrit qu'il fallait que je respire sur mon emploi du temps, mais quand même. Et ça m'a aidée. J'ai fait aussi la méthode des haricots, qui revient à la méthode des petites cuillères. C'est-à-dire quand on a du mal à gérer son énergie, surtout avec les maladies, les douleurs chroniques et tout, mais on se dit qu'on a 10 petites cuillères, je ne sais plus qui a inventé ça, et c'est une copine, quelqu'un qui était dans un resto avec les petites cuillères et qui a essayé d'expliquer à son amie comment ça marchait sa gestion de l'énergie. Elle disait, tu vois, j'ai 10 petites cuillères, elle les a pris au resto et elle a dit, chaque chose que je fais, ça me coûte une petite cuillère, 2 petites cuillères, puis à la fin de la journée, si j'ai mal géré, j'ai plus de petites cuillères, c'est-à-dire que j'ai plus d'énergie. Et je peux plus me faire à manger, et j'ai faim, mais je ne peux plus me faire à manger. Donc il faut choisir, il faut gérer dans la journée. Donc moi, j'ai pris des haricots, des pois cassés, des pois chiches, et puis des petits récipients, et puis je me faisais un truc, le matin, je disais... matin, j'ai 20 haricots. Et puis, les pois chiches, c'était pour les temps de pause. Je me mettais ça. Et alors, je transvasais dans un vase, dans un autre petit pot. Et si je voyais qu'il me restait tant de tâches et que j'avais plus assez de haricots, puis s'il m'en restait en fin de journée, je les capitalisais pour si je dépassais le lendemain. Mais parce que je pouvais quand même, ou si j'avais terminé ma journée en déficit de haricots, fallait que le lendemain, je sois plus raisonnable. Bon, voilà. Donc ça, c'est les trucs techniques. Mais ça demande aussi beaucoup de rigueur. Et parfois, je me demande si je ferais pas mieux. C'est une autre copine hypersensible qui m'a dit ça. Elle dit, moi, j'ai la liste de ce que je dois faire, mais j'improvise selon l'intuition du moment. C'est-à-dire, là, je le sens de faire ça, je le fais. À part les urgences, vraiment, il y a quand même des deadlines, mais tout le reste, je le fais selon le moment où ça me chante. Et alors moi, j'ai pas tranché encore entre les deux. Peut-être qu'il faut des moments d'impro, peut-être qu'il faut des moments où je cadre. En tout cas, j'ai besoin souvent d'outils. J'ai un agenda, bien sûr, papier, mais j'ai aussi un tableau Velleda, écrit en grand, dans mon bureau, où je peux voir d'un coup d'œil où on en est de la semaine, avec des trucs d'instit, des flèches, des trucs plastifiés et tout. Alors pas dans un endroit où je le vois tout le temps, mais quand même parce que le temps, si je le vois pas dessiner, je suis paumée, quoi. Voilà. Donc entre les outils, mais il faut pas que ça devienne une charge non plus trop lourde, et l'impro, se faire confiance aussi. Puis l'impro, c'est plus venu en travaillant l'intuition avec toi, Catherine, où je me suis dit, après tout, des fois, il y a la logique qui dit que faudrait faire ça, puis toi tu sens d'appeler un tel maintenant, là faut y aller, quoi. T'appelles parce que voilà, c'est le moment. Voilà, sur ma gestion du temps. Ouais, et puis tu seras plus efficace. C'est un bon... C'est arriver à faire... moi, ce que j'ai là devant moi, c'est les manettes du DJ sur les curseurs. C'est beau ça, oui. Trouver entre... J'ai besoin d'un cadre. Oui. Enfin, on a tous besoin d'un cadre, mais probablement peut-être plus que les autres, sécurisant et qui me permet d'avoir des points de repère. Et l'impro, l'intuition, c'est le moyen d'être hyper efficace à ce moment-là. Et de gagner du temps, du coup. Ben oui. Parce que si je fais ça, moi ça m'a fait ça, des fois je me dis, mais c'est pas le quart d'heure, j'ai pas fait ça. Puis ça vient. Amélie me reprend, des fois elle me dit, oui mais regarde ce que tu as fait. Et en fait, le truc que j'ai fait à ce moment-là, en m'écoutant, a pris 2 fois moins de temps que si je l'avais programmé dans mon emploi du temps à un autre moment. Super. Donc c'est une vraie... tu vois, ça... Et dans ce que tu dis, il y a aussi se rendre compte de ce qu'on a fait. Parce qu'on a toujours tendance à voir ce qu'on n'a pas fait. Enfin, moi, j'ai toujours tendance à voir ce que j'ai pas fait. Et c'est jamais fini. On a toujours, et heureusement, c'est-à-dire qu'on est vivant, on a toujours des choses à faire. Mais de temps en temps, j'aime bien ce que tu dis là, mais regarde ce que tu as fait. Ça fait du bien. C'est-à-dire, d'accord, j'ai peut-être pas fait ça, mais j'ai fait... Et des fois, je faisais des bilans en fin de journée où je me mettais une note sur est-ce que j'ai réussi à respecter ce que j'avais prévu. Ça, c'était une note. Et une deuxième note, est-ce que j'ai su ne pas respecter parce que c'était mieux de faire autrement. Bon, c'est un peu tordu, mais de dire, mais non, là, il y a eu une occasion,
je l'ai saisi et tant mieux. Et où j'ai pas tout fait parce que j'avais vu trop grand ou parce que quelqu'un, surtout, être sensible à l'occasion qui passe. Quelqu'un arrive et si tu ne l'as pas vu depuis longtemps, c'est le moment où tu vas pas lui dire « Ah non, désolé, j'avais prévu de nettoyer le bac à douche, quoi. » Enfin, bon... Mais ça rejoint, j'aime bien ton idée de faire des bilans. Moi je fais des bilans surtout en pro où j'ai plein de choses à faire et je peux me flageller assez facilement de ne pas avoir réussi à faire tel truc. C'est noter tout ce que tu as fait à la fin de la journée et en quoi ce que tu as fait t'a aidé et t'a satisfait. Ouais, c'est important. Et ça. là tu vas te rendre compte que en fait t'es heureux, quoi. Ouais. Voilà. Et ce que tu n'as pas pu faire, qui était peut-être important, tu le remets le lendemain. Et s'il y a vraiment... En fait, tu as dit ça aussi tout à l'heure, c'est l'indérogeable, l'urgent, le truc vraiment qu'il faut faire. J'ai envie de dire, tu te le mets. Il n'y en a pas 50. Non. Les listes à rallonge, ça ne marche pas. C'est pas si urgent. Donc, redéfinis ce qui est vraiment urgent. C'est maximum, il y a 2-3 choses. Hein. Commence par faire ça. Tu le fais, t'évacues. Et après, tu es sur toutes ces choses, entre ce que tu as prévu, qu'il faut que tu avances et que c'est bien, et l'imprévu qui est là, pour venir te dire que la vie, c'est vivant. C'est vivant, voilà. Et là, tu es complètement dans ton... Tu es en énergie, tu es en lien avec tout l'univers, et tu es dans ta raison d'être, en fait. Ouais. Et si tu arrives à faire ces bilans-là aussi, je vois ça là tout de suite quand tu dis ça, eh ben, tu es moins dépendant du regard des autres parce que tu attends moins la satisfaction de l'extérieur. Te dire « Ah, j'ai bossé, je suis pas feignante, je fais pas rien, j'espère que ça se voit. » Ben non, si toi, le soir, tu fais la liste, c'est pas évident quand tu travailles tout seul, quand tu es en indépendant. Mais même à l'école, moi, je me disais toujours « On n'a pas fait le programme. » Et j'ai un inspecteur super chouette qui m'a dit « Mais regardez ce que vous faites. » Puis il dit « Il y a le programme prescrit. » Il y a le travail prescrit, puis il y a le travail fait. Et c'est pas le même, mais vous avez fait aussi plein de choses qui n'étaient pas prévues. Et ça, c'est hyper important. Et essayez de le voir, quoi. Tout ce qu'on a fait, qu'il fallait faire, ça se présentait, que c'était une belle... Moi, j'ai une bonne question de coach pour ça. Quand je donne des choses à faire à mes clientes, et que je fais le point, je dis, bon, alors, comment ça s'est passé, ce que je t'ai donné à faire ? Et que la personne commence à être en culpabilité parce qu'elle n'a pas fait, elle n'a pas pu, etc. Je lui dis, qu'est-ce que tu as fait de mieux à la place ? Oui, c'est superbe ça comme question. Et ça libère, et elle se rend compte que finalement, tout ce qu'elle a fait à la place, est tout ce qui fait sens de ce qu'elle a fait à la place. Et ça évacue la culpabilité. C'est super chouette ça comme idée. Qu'est-ce que tu as fait de mieux à la place ? De mieux pour toi à la place. Et on laisse les autres de côté. Un bon défi, ça. Super chouette, ouais. Alors, il nous reste quelques minutes. Raconte-moi un peu... Tu voulais rajouter quelque chose, tu m'as dit tout à l'heure. Un petit mot sur le fait de ne pas se sentir comme les autres, qui est commun à plein d'hypersensibles, et de se sentir différent, surtout très jeune. Et moi, c'est dès l'enfance et l'adolescence. Et que les autres nous renvoient le fait qu'on est différent. Et parfois, je pense que ça peut être dur à vivre, un peu méchamment, mais même quand c'est positif, c'est pas facile à vivre. Parce que on est quand même seul quand on n'est pas pareil. Même quand c'est des étiquettes positives. Donc, j'ai envie de dire qu'il faut quand même pas s'enfermer dans ces étiquettes. Rappeler qu'on est peut-être hypersensible, mais pas que. Et qu'on est tous hypersensibles d'une manière différente les uns des autres, ça ne gomme pas nos traits de personnalité, et donc c'est important de ne pas s'enfermer dans l'étiquette, parce que moi on me mettait des étiquettes plutôt positives, mais genre « Oh mais toi t'es une fée, t'as des pouvoirs magiques, Enfin voilà, c'était pas méchant, mais je me sentais quand même un peu... j'ai pas demandé moi à être une fée. Par exemple, je sais pas, tu ressembles à Sarah Bernard parce que je suis frisée et que j'ai un grand nez. Bon, moi je voulais, à 14 ans, je voulais ressembler à Sophie Marceau, pas à Sarah Bernard. Enfin, flûte. Je voulais des cheveux lisses qui bougent quand on tourne la tête et pas, comme les copines. Après, j'ai appris, à relativiser, mais ces étiquettes, même positives, il faut pas se laisser enfermer dedans. Et en particulier,
quand on a un petit peu de mal à trouver sa place dans le groupe, je pense que beaucoup d'hypersensibles se retrouvent plus à l'aise dans la relation à deux, et donc que dans le groupe, on va pas forcément être le clown qui monte sur la table et va mettre l'ambiance. Par contre, on va parler avec les gens un par un qui vont vite venir vers nous et se confier. Et très vite, on va se retrouver le psy du groupe. Et mes filles ont vécu ça aussi dans les groupes en colo et tout. Elles n'avaient pas vraiment d'amis, elles n'étaient pas vraiment rejetées. Par contre, on n'allait voir que quand ça n'allait pas. Et moi, pareil. Alors, les gens, ils viennent nous trouver. Et puis, on les aide, on leur explique, on leur donne des conseils. Et voilà. Et on devient le psy de tout le monde, un peu gratuitement. Mais on n'a pas vraiment d'amis, d'alter ego. Et alors, plus on le fait, plus on devient compétent. À force d'écouter les gens, on sait de mieux en mieux comment faire. Et ça a un peu enclenché le syndrome du sauveur, c'est-à-dire que plus on devient compétent, plus les gens viennent vers nous, et plus on se trouve à prendre en charge, sans l'avoir trop demandé, des gens qui viennent déposer leurs difficultés à vivre. Et nous, on est quand même hypersensibles, donc ça nous pèse. Si c'est pas fait dans un cadre professionnel, faut pas confondre être ami et être le psy gratuit de tout le monde. Et moi, une des façons que je trouve en ce moment de me sortir de ça, c'est de professionnaliser la partie aide par la fasciathérapie que je suis en train d'apprendre, le cursus que je suis pour devenir fasciathérapeute. Je ne sais jamais dans quel ordre il faut le dire. Et comme ça, quand je fais un soin, il y a un début et il y a une fin et il y a une rémunération. Et ça me permet d'apprendre à fermer et à ouvrir. Parce que sinon, c'est open bar. Tu fais du coaching, du psy sauvage, comme ça, tout le temps à tout le monde. Mais tu n'es pas sûr d'avoir un vrai échange et toi, de ne pas te retrouver en fait tout le temps tout seul, quoi. Et ça, par contre, plus tu vieillis, plus ça s'aggrave. Parce que tu commences à avoir l'âge qu'on se confie à toi, tu as de l'expérience, et toi, à qui tu te confies et qui te porte, voilà, Et c'est pas parce que tu sais faire que tu dois le faire. Ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps du tout. C'est pas parce que tu vois ce qu'il faudrait faire et que tu sais le faire que tu es obligé de le faire. Parce qu'au bout d'un moment, tu as trop de compétences. Si tu fais tout ce que tu sais faire, tu vas juste plus dormir, quoi. Donc voilà. C'était ça que je voulais dire. On n'est pas obligé de faire tout le temps tout ce qu'on sait faire. Et comment t'as fait avec tes amis ? Du coup, je sais pas. Ça se fait tout seul. Je réfléchis pas. C'est en train, hein. C'est en cours. C'est en cours. Mais je crois que je me mets plus en position professionnelle quand on se confie à moi. C'est-à-dire que je fais miroir, mais je m'investis moins. Je suis moins en demande aussi de relations avec l'autre. Et puis, du coup, je vais pas à tout prix aller écouter tout le monde parce que je veux être intégrée. Je passe mon chemin, quoi. Par contre, avec les vrais amis, il y a une vraie écoute et j'arrive à fermer le côté soin, coach et tout. Je suis plus à l'extérieur, quoi. Et j'ai moins peur de mes émotions et de leurs émotions à mes amis. Donc, je me mets pas forcément en position d'aide. Et s'ils pleurent, s'ils se fâchent, c'est ok, quoi. Je leur laisse plus la possibilité de vivre. Je nous laisse plus dans l'amitié la place à vivre ses émotions. Et puis, le travail sur les émotions, c'est un autre temps, quoi. Mais j'apprends, hein, je tâtonne. Hein. C'est tout nouveau. Voilà ce que j'avais envie de partager. Super. Immense merci, Magali, pour ce magnifique partage. Merci à toi. C'est vraiment un très bon moment. Et très agréable. J'espère que ça pourra inspirer et faire rigoler un peu aussi. Oui. Parce que c'est pas triste, l'hypersensibilité. Non, c'est pas triste. Nous voilà arrivés au terme de ce bel échange avec Magali. J'ai été ravie de l'accueillir. Ça a été, j'en découvre tous les jours encore, moi, parce que je me suis retrouvée dans certaines, évidemment dans les bases de l'hypersensibilité, mais j'ai noté ô combien ce que parfois je peux faire spontanément fait sens aussi pour les autres. Aussi, j'espère que, à écouter cet épisode, tu pourras être inspiré
pour faire évoluer peut-être des choses que tu fais, te mettre des petits rituels, trouver des pratiques, changer de regard aussi sur la perception que tu as de certaines de tes difficultés. Magali t'a apporté, en tout cas nous a apporté, outre son expérience et son quotidien, vraiment c'est plus que des astuces en fait, c'est des vrais outils pour améliorer ton quotidien. Voilà, donc je n'en dirai pas plus parce que je ne vais pas paraphraser ce qu'elle a dit, elle l'a fait bien mieux que moi et j'en suis vraiment ravie et je la remercie particulièrement. Comme j'ai aussi coutume de faire avec mes invités, c'est souvent des rencontres, Magali c'en est une. On fait de la fasciathérapie ensemble, mais pas que. Et c'est toujours un moment précieux quand on échange. Et c'est aussi notre caractéristique, nous les hypersensibles, on recherche des relations profondes, des moments précieux. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur les rencontres, faire le ménage dans ces rencontres, mais j'en ai parlé déjà aussi dans 2-3 vidéos, comment notre environnement, les gens qui nous entourent sont importants. Ils doivent être source d'énergie, de satisfaction, de plaisir, de partage et d'écoute. Et surtout de respect de qui nous sommes. Voilà, je m'arrêterai là. Si tu as aimé cet épisode, partage-le. Si tu connais quelqu'un à qui ça ferait du bien, je t'invite à lui partager. Abonne-toi si ça n'est pas le cas. Ça te permet, abonne-toi à la chaîne ou au podcast. Ça te permet d'être au courant des prochaines sorties. Et j'en profite pour te dire aussi que j'ai mis sur ma chaîne et sur toutes les plateformes, figure une vraie aide, un guide pour t'aider à mieux gérer ton quotidien. Tu as, pour l'instant, parce que ce sont des cadeaux, comme j'ai dit ce matin dans un réel, c'est gratuit, mais ça a une valeur inestimable. C'est pas moi qui le dis, c'est les personnes qui s'en sont servies. Et c'est quelque chose qui peut t'aider, qui te donne des pistes de comportement, de mise en place, des clés qui peuvent t'aider à être mieux. Et donc j'ai particulièrement soigné ce guide-là, parce qu'au-delà d'un PDF, moi je déteste ça quand on m'envoie un PDF comme cadeau, parce que c'est quelque chose que je peux trouver généralement partout, et puis c'est encore de la lecture, même si j'adore ça. Derrière chaque clé de ce PDF, tu vas recevoir une vidéo où c'est presque comme si j'étais chez toi, avec une petite aide, un exercice, une pratique à mettre en place, et parfois même un défi. Parce que des fois, c'est un vrai défi d'arriver à mettre dans notre vraie vie des clés qui fonctionnent, mais qui ne sont pas évidentes à mettre en place. Voilà tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Je te souhaite une belle semaine. Je te dis rituellement à très vite.